Bonjour à tous, on est ravis de passer ces 20 prochaines minutes avec vous. On va parler ensemble de l'impact de la technologie sur les nouvelles organisations du travail. Je suis Vincent Matisse, je fais partie du cabinet OnePoint Weave. Je travaille sur des questions de transformation, d'organisation digitale, innovation. Je pense que vous en avez entendu parler toute la journée. Je vais laisser mes camarades se présenter. Bonjour, je m'appelle Françoise Bronner, je suis chercheur en organisation et espace de travail. Bonjour, je suis Jean Le Terrier, je suis consultant en immobilier chez Knight Frank. Donc ce qu'on va faire pendant la vingtaine de minutes qui va suivre, c'est partager quelques constats, quelques observations, quelques questions qu'on peut se poser ensemble. On est des chercheurs, des consultants, donc on ouvre plus de questions qu'on apporte de réponses. Donc on vous demandera d'être un peu indulgent. Premier constat qu'on voudrait partager avec vous, ça vous le savez tous, vous l'avez tous vécu, expérimenté. La révolution technologique a apporté beaucoup de changements dans la façon de communiquer, de s'informer, de collaborer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces changements ont été plutôt spontanés et auto-organisés. On était habitué à des organisations très hiérarchisées où on nous expliquait comment on devait travailler. Et en fait, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, ces changements de comportement sont drivés par tout un chacun et on en fait tous partie. En préparant ce workshop, il y a deux ouvrages dont on a repris assez souvent les titres et les propos. On voulait partager avec vous rapidement des constats qui sont pour nous importants. Le premier, c'est Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Pour ceux qui l'ont lu, là encore une fois, soyez indulgents. Pour les autres, rapidement, ce qui est intéressant, c'est que Frédéric compare l'évolution de l'humanité avec l'évolution des organisations du travail. Et il constate qu'on est rentré dans une ère où les entreprises et les organisations en général s'organisent de façon auto-gouvernée, auto-organisée. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces entreprises dont la raison d'être a dépassé le simple succès économique sont pour la plupart des entreprises très successful. Et donc c'est assez interpellant. L'ouvrage de Jeremy Rifkin, qu'on ne présente plus, lui a une thèse qui est également intéressante, mais sur un autre sujet. Lui dit, avec l'arrivée de l'Internet, des objets connectés, de toutes ces technologies, de l'intelligence artificielle, le coût de la productivité est en train de devenir marginal. À un point qu'à un moment donné, on se posera la question de savoir si on a encore du travail en tant qu'espèce humaine. Si oui, faut-il le diluer et donc le partager, ou accepter qu'on ne travaille plus. On en voit déjà certains signaux, l'accès aux biens et aux services plus que la propriété. Et là aussi, on trouvait ce constat assez intéressant à partager avec vous. Mais le futur est par définition incertain. On est tous bien placés pour le savoir. On ne va pas chercher à le prédire. On ne va même pas chercher à projeter les tendances qu'on pourrait observer. Moi, j'aime beaucoup les Shadocks pour leur côté absurde, mais souvent pleine de vérité. Et cette citation, j'avais envie de la partager avec vous. Quand on ne sait pas où l'on va, il faut y aller le plus vite possible. C'est vraiment la posture de l'explorateur. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que la nouvelle façon dont on peut travailler tous ensemble, il faut peut-être essayer d'aller la chercher, essayer de la trouver. Et je trouve que ce dessin, malgré son côté absurde, l'illustre très bien. Dans le cas contraire, le futur qui nous attend, ça ne sera peut-être pas un futur désiré, peut-être même pas un futur désirable. Donc là encore, l'idée c'est de se dire, plutôt que d'attendre que notre société façonne, peut-être sous un angle très économique, la société de demain et sa façon de travailler, peut-être pouvons-nous prendre une forme d'initiative. Je vais faire mes 30 secondes de publicité, pardonnez-moi, mais c'est une vraie conviction qu'on partage dans le groupe OnePoint Weave, c'est que nous, on pense que pour changer la création de valeur, pour travailler différemment avec nos clients, il faut réunir la combinaison People, Place, Process. People, et bien finalement, la diversité est créatrice de valeur, donc plus on va varier les compétences, plus on va les axer soft skills, plus finalement on va apporter quelque chose de nouveau dans la construction et dans la créativité. Place, les endroits qui ressemblent à des salles de réunion cubiques avec une grande salle, des chaises, des murs austères, sont peut-être pas les éléments les plus propices à cela. Et donc nous, on pense qu'il faut créer des lieux, et on en voit qui émergent un peu partout de plus en plus pour le favoriser. Et enfin, process, on ne peut plus travailler tout à fait de la même façon. L'idéation, la créativité, le prototypage, l'expérimentation ont un certain nombre de vertus, et c'est bien la combinaison des trois qui, selon nous, est vraiment créatrice de valeur quand il s'agit d'aller explorer le futur. Enfin,
Et là, je vais prendre mon anti-sèche parce que j'avais une punchline à chaque fois. Je me suis échiné à écrire, donc je vais la partager avec vous. Donc vous connaissez peut-être ces startups. Elles nous ont paru là aussi très intéressantes. Mobility Work, c'est une plateforme en fait qui permet de faire du prêt de salariés et d'envoyer des salariés de toute entreprise pendant une période 1, 3, 6 mois, travailler dans un autre environnement, pourquoi pas une startup d'ailleurs. On est forcé de changer sa manière de travailler, on revient dans son entreprise, on a acquis des nouveaux skills, à la fois comportementaux et peut-être même qui relèvent de la compétence. Et on va passer dans une posture de transmission quand on va reprendre son environnement habituel. Et la question que moi, ça me pose, c'est serons-nous demain salariés d'une ou plusieurs entreprises? Serons-nous même encore salariés d'une entreprise, tout simplement? We Are Peers, qui est là aussi une plateforme nouvellement émergée du monde de la start-up. Et leur pari, c'est de dire finalement, la formation, l'apprentissage, on peut l'envisager différemment. Et on peut tous être finalement le formateur ou le professeur de quelqu'un. Et donc, pourquoi pas faire de la formation en peer-to-peer. Et aujourd'hui, elle rencontre un vrai élan. Continuerons-nous demain à apprendre à l'école? En tout cas, c'est la question qui soulève derrière. Assess First, qui est de moins en moins considérée comme une start-up, mais qui est intéressante, qui propose d'accompagner les entreprises dans leur recrutement essentiellement par l'étude et la qualification des soft skills. Et finalement, c'est bien le signal que de plus en plus les organisations s'attachent à ce qu'on peut apporter en termes d'esprit de collaboration, d'empathie, d'émotion, plus que des compétences dures dans des domaines de spécialité. Et enfin, Open Classroom, qui est tout simplement une école en ligne, et donc qui là aussi pose la question de la transmission et de l'apprentissage du savoir. Physique, virtuel, on voit bien que les espaces se mélangent et se combinent de plus en plus sur de nombreux sujets. Voilà pour cette petite mise en bouche. Je vais désormais passer la parole à Françoise, qui va vous parler plein de nouvelles technologies et de leur impact sur le travail. Et de nouvelles organisations. Alors, nous avons aujourd'hui l'apparition de nouvelles formes organisationnelles. C'est assez passionnant. Vous avez des plateformes, vous avez des écosystèmes, vous avez des communautés, et vous avez ce qu'on appelle des quatuors agiles. Là, sur le visuel que nous vous projetons, vous avez un trinôme. Alors, figurez-vous que nous avons appris à travailler en binôme, mais quand on travaille en trinôme, en fait, on accroît la possibilité pour qu'une idée totalement inédite émerge. Donc, il y a des formes de travail dans lesquelles on va commencer par travailler en trinôme et on va essayer de générer des eureka. Ce qui est intéressant aussi, donc, dans les formes organisationnelles, les quatuors agiles, ce sont des formes d'organisation dans lesquelles on a un visionnaire, un mobilisateur, un organisateur et un mobilisateur positif. Et donc, on se rend compte que lorsqu'on fait donc 4 x 4 multiplié jusqu'à 256, on a une forme organisationnelle qui est extrêmement efficace pour travailler ensemble. Alors, que peut faire la technologie? Eh bien, la technologie permet de favoriser les relations entre les personnes, à l'intérieur des équipes et entre les équipes. Elle permet également de réunir des équipes ou de connecter des équipes qui sont dispersées. Donc, c'est extrêmement efficace aujourd'hui de s'appuyer sur des applications, sur des logiciels pour travailler en équipe. Et puis, on a un rôle extrêmement important de la technologie qui est celui de la gestion des connaissances. Et on se rend compte que lorsqu'on équipe des environnements de travail avec des écrans ou de la réalité augmentée, on peut partager les connaissances de façon complètement différente, démultiplier les capacités cognitives des équipes. Un élément aussi qui est très intéressant dans la technologie aujourd'hui, c'est l'apparition de ce qu'on appelle la cobotique, de façon moins barbare, la robotique collaborative. Et donc, on a à côté de nous, ou nous aurons bientôt, avant 2084, j'espère, des ordinateurs et des intelligences artificielles qui vont nous permettre de travailler complètement différemment. Alors, en 2015, vous avez la première intelligence artificielle qui a été nommée au conseil d'administration d'un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Venture, et le robot est censé assister les autres membres du conseil d'administration à prendre des décisions. Donc il a une capacité de calcul absolument extraordinaire, mais il ne prend pas encore la décision tout seul.
La robotique collaborative, c'est aussi, par exemple, en France, au CNRS, on utilise un robot qui s'appelle Pyrène pour favoriser le travail de recherche et le partage des connaissances entre les chercheurs. Enfin, je vais terminer sur de la science-fiction pure. Vous avez ici des visuels qui sont tirés du film Iron Man, et on se rend compte que lorsqu'on crée des environnements visuels, physiques et visuels, dans lesquels on a des modélisations de toutes sortes, eh bien, on va générer de la résolution de problèmes complexes, des eureka, de nouvelles idées, des solutions innovantes, et qu'on va pouvoir résoudre les problèmes 2 fois plus vite que si on était avec du papier ou avec des outils traditionnels. Enfin, mon espace favori, c'est en fait celui dans lequel on va intégrer des modes organisationnels. Donc là, vous savez que les précogs travaillent à 3 dans le bassin. Il s'agit ici du film Minority Report. Ils doivent quasiment prédire l'avenir. Et donc, on va intégrer une forme organisationnelle, des capacités cognitives étendues et un espace pour créer un état mental qui s'appelle le flow, donc l'état de calme pur. Et quand vous êtes dans cet état de flow, eh bien, vous travaillez complètement différemment. Et dans le futur, c'est sans doute cette création d'état mental différent que l'on va rechercher. Je passe la parole à mon collègue. Merci Françoise. Slide. Alors je vais faire de la science-fiction rétrospective. On retourne en 1957. Dans un journal belge apparaît... c'était au mois de février, j'étais pas né en 57, mais en février 1957 apparaît dans un journal belge ce type bizarre qui correspondait pas tout à fait aux standards de la vie de bureau à l'époque. Standard costard-cravate, on a quelqu'un qui est en jean, pull-over un peu trop petit, espadrille défraîchie, la tignasse en bataille. Il est totalement incongru dans son époque. Pour réfléchir un petit peu à qui est Gaston Lagaffe. C'est un type qui dort au bureau, il fait la sieste. Il a d'ailleurs installé un flipper. Il se moque totalement de la hiérarchie, il sait à peine ce que c'est. Il bricole tout le temps, c'est un maker. Enfin, c'est ce qu'aujourd'hui, avec notre vocabulaire, on appellerait un maker. En fait, il avait disrupté, dès 1957, il avait disrupté le mode de travail. Aujourd'hui, finalement, on se dit, mais c'est devenu notre standard. On est certainement assez nombreux dans la salle. Je pense qu'il y a des Gastons et des Gastonnes, ou des gens qui aimeraient bien pouvoir, qui font déjà la même chose dans leur bureau d'aujourd'hui, ou qui aimeraient bien pouvoir le faire, parce que c'est devenu quelque chose de tout à fait commun. Donc ce qui était de la science-fiction en 57, c'est devenu tout à fait ordinaire. Alors, ça a un gros impact sur notre manière de travailler, ça impacte tout. Maintenant, on travaille partout, on travaille tout le temps. Je travaille dans la rue, quand je réponds à un message en marchant sur mon téléphone, je travaille. Si je suis sur mon canapé avec mon laptop sur les genoux, je travaille. Je travaille à l'Anticafé de la station F, dans un Starbucks. Je travaille dans le lounge de mon espace de coworking, c'est la photo qui est ici. On travaille un peu partout et n'importe où. Donc ça a un gros impact sur la manière dont on va choisir nos bureaux. Parce que les technologies dont on parle, le vrai défi, c'est que la moitié de Paris date de la fin du 19e siècle, la deuxième moitié date du 20e siècle et c'est déjà complètement dépassé. Donc on veut travailler dans un environnement adapté à des évolutions en cours, avec des outils qui ont 50 ans ou 200 ans. C'est un véritable défi. Le paradoxe, on pourrait se dire, on a de moins en moins besoin de bureaux, puisqu'on travaille partout et n'importe où. Le paradoxe, c'est que l'an dernier, à Paris, intramuros, il ne s'est jamais loué autant de bureaux. Je vais citer 2 chiffres. L'an dernier, il s'est loué à Paris 1 million de mètres carrés de bureaux. Ça ne vous parle peut-être pas beaucoup. Pour vous faire une idée, la tour Montparnasse, vous voyez, c'est 100 000. Donc l'an dernier, il s'est loué 10 fois la tour Montparnasse. C'est ordinaire, hein, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Donc le paradoxe, on croirait qu'on n'a plus besoin de bureaux et en fait, on en a besoin de plus en plus. L'autre défi, c'est qu'on veut des bureaux complètement différents. On veut les concevoir différents. Alors c'est certainement le travail de Françoise. Maintenant, on va adopter, je vais le reformuler avec des mots qui vous sont certainement familiers, une approche user experience. On va décomposer votre manière de travailler dans une journée. Qu'est-ce que vous voulez trouver? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au bureau? Vous voulez boire un café? Vous voulez discuter, passer un coup de fil? Vous voulez travailler en solo très concentré? Vous voulez travailler en interaction? Est-ce que c'est le même rectangle avec une table, une chaise, une porte et une fenêtre qui va répondre à tout ça? Non. Il va falloir créer autant d'espace
adapté à chacune de ces fonctions. Et ça, c'est un vrai défi dans nos vieux immeubles haussmanniens, post-haussmanniens. Et même dans une tour d'il y a 20 ans, ça ne marche pas. C'est très compliqué à faire, c'est un vrai défi. Pour conclure, le bureau, c'est plus un lieu de travail, c'est plus un lieu de production. C'est plus l'usine, une usine tertiaire pour des codes blancs. Ça ne marche plus comme ça. Puisqu'on travaille partout et qu'on peut travailler à distance, chez soi, et être seul et connecté, le bureau, ça devient... J'aime pas beaucoup la métaphore de la ruche parce qu'on n'est pas des ouvriers, même si c'est un beau métier, c'est un lieu de pollinisation. Hein, c'est le camp de base où on se retrouve pour échanger, partager, construire, capitaliser. C'est le défi de nos nouveaux espaces de travail, avec de la technologie partout embarquée. Je repasse la parole à Vincent. Merci Jean. Alors, dans le temps qui nous reste, on va vous proposer deux choses. Alors, une petite séance de questions-réponses pour ceux qui ont envie d'interpeller Jean, Françoise ou moi-même, donc Vincent. Comme ça vous fait gagner du temps quand vous avez une question à poser. Et en même temps, on va distribuer dans la salle quelques petits questionnaires. Il y en a beaucoup moins qu'il y a de participants. C'est normal. C'est-à-dire que si vous voulez contribuer à ce petit exercice, vous allez devoir vous regrouper et partager vos réflexions. Et dans les dernières minutes qui nous resteront, s'il y a un groupe ou deux qui veut prendre la parole et puis restituer son échange, il est évidemment bienvenu pour le faire. Y a-t-il des questions ? Oui. Déjà, merci de me donner la parole. Frédéric Laloux met en avant de nouveaux paradigmes d'organisation qui arrivent et lui semble mettre ou identifier que dans ces nouveaux paradigmes, l'être humain ou les employés pourraient faire bas les masques, être plus eux-mêmes, mieux vivre dans le monde de l'entreprise. J'aurais voulu avoir votre avis sur est-ce une vision optimiste, est-ce une vision à très long terme, bref, comment vous voyez cette approche de Frédéric Laloux? Merci pour la question. Là, je vais parler. Voilà. Je pense qu'il y a déjà des entreprises qui le vivent. Nous-mêmes, on le vit chez OnePointWeave. On est une entreprise dans laquelle on a supprimé la hiérarchie, elle est à plat, dans des fonctionnements très communautaires. On a remis vraiment l'individualité au centre de notre organisation. Et nos valeurs sont vraiment axées sur le plaisir de travailler ensemble, apprendre à faire connaissance, dans une posture très bienveillante, authentique. Et donc moi, je fais partie de ceux qui peuvent témoigner pour le vivre, que ce type d'organisation est une réalité. Un des facteurs clés et nécessaires de succès, c'est que les organisations qui veulent vivre cette expérience-là aient à leur tête un leader volontaire et courageux pour le faire et qui incarne véritablement la posture de leader et d'exemplarité. Et je pense que dans ces conditions-là, encore une fois, c'est tout à fait accessible. Et moi, je suis ravi d'être dans une organisation de ce type-là. Ça répond à votre question ? Y a-t-il d'autres questions ? Je suis désolé, mais j'en profite. Dans Exponential Organizations, il parle de Valve, une société américaine qui fait du jeu vidéo, qui applique complètement cette mise à plat des niveaux hiérarchiques. Chacun choisit chaque année sur quel sujet il veut travailler. Ça a l'air d'être idyllique.
visiblement, il y a eu un certain nombre de licenciements récemment. Il y a un peu de bruit qui court en disant que ces nouvelles formes d'organisation donneraient la place finalement à un peu des luttes d'influence dans les différentes tribus et ne génèrent peut-être pas tout le bien-être attendu et nécessitent peut-être quelques ajustements dans l'organisation. Est-ce que du coup c'est difficile de mettre en place ce type d'organisation? Quels sont les écueils auxquels il faut être attentif si on veut pouvoir arriver dans une organisation qui permette cette émancipation, on va dire, cette transparence, cette authenticité à laquelle vous faites référence? Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on a des exemples qui viennent de l'Amérique du Nord sur des entreprises de type dites libérées, avec des expérimentations et des principes. Mais c'est toujours les mêmes exemples qu'on retrouve, et on peut se demander si ces exemples ne sont pas simplement des exemples atypiques dans lesquels le rôle du fondateur qui met en place la forme communautaire, si vous voulez, n'est pas particulière. Et donc, si on ramène au contexte culturel français, on a une autre manière de voir le leadership, et on a des modèles hiérarchiques très forts qui rendent délicat l'émergence de communautés et d'écosystèmes. Encore une fois, la personnalité du fondateur et son exemplarité dans sa capacité à mettre en place une forme de gouvernance, elle est clé. Et dans les années prochaines, on étudiera certainement beaucoup plus, encore une fois, la personnalité du fondateur, l'ADN qu'il va insuffler et les bonnes pratiques qu'il va mettre en place. Mais vous avez toujours un système qui est mis en place, et très rapidement se pose la question dans un groupe donné, qui prend le leadership et qui décide. Et ces questions-là doivent être posées dès le départ, à partir du moment où on met en place une équipe, à partir du moment où on met en place une démarche, un processus, se poser la question de quelle va être la gouvernance. Dans un contexte français, on est influencé par Saint-Cyr et par l'armée et par le clergé comme modèle organisationnel fort en France. Donc ça apparaît délicat d'avoir des modèles type nord-américains. Merci Françoise. Est-ce que pour ceux qui ont joué le jeu, il y aurait un groupe qui veut restituer les réflexions qu'ils auraient partagées au travers du canevas qu'on vous a distribué? Ou à défaut, une dernière question. Eh bien, merci à tous pour avoir participé à notre atelier. Merci à Jean et Françoise. Et puis, bonne continuation.